Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On vous souhaite un excellent week-end. Vous avez vu, le temps devient clément. Donc si vous partez en week-end, vous êtes au bord de la mer, vous déjeunez, il est l'heure de passer à la table. Bonjour la France, c'est Parlons IMO, votre émission qui parle de votre immobilier, de votre logement, avec toute l'équipe de Radio IMO qui m'entoure, l'excellent, l'incontournable Grégoire Darico. Comment il va Grégoire aujourd'hui ? Très bien Sylvain, je suis ravi d'être là. Oui, vous savez qu'on ne peut pas faire une émission évidemment avec Head Doctor of Renovation. C'est notre ami Laurent Permas. Bonjour Sylvain, vous êtes très en forme ce samedi, voilà, ça fait plaisir. Voilà. Un petit clin d'œil à notre Bérénice qui est absente aujourd'hui en vacances. Voilà, on lui fait un petit clin d'œil. Alors justement, le thématique de cette journée et de cette émission, c'est louer son appartement quelques jours par exemple, ou quelques semaines semble par exemple très rentable, ça pourrait l'être. Mais l'immobilier saisonnier est-il vraiment l'Eldorado que l'on imagine ? Et vous le savez les amis, un peu partout en France, on va en parler si vous voulez bien avec Arié Lévy qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Arié. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du syndicat des professionnels de la location meublée, section Île-de-France. On va parler justement de votre marché qui fait beaucoup couler d'encre et notamment attise parfois l'énervement, peut-être on peut dire, des maires de France. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS, comme d'habitude, en tapant IMO, I2MO 728. Vous nous écrivez et on répond justement avec vous, Grégoire, de quoi on va parler cette semaine ? On va parler des architectes des bâtiments de France et de leurs envies et est-ce qu'on doit absolument les respecter. Et on parlera également de rénovation énergétique. Oui, mon cher Sylvain, avec Laurent Permas, on va parler aujourd'hui des fraudes, sujet important parce que les fraudeurs, ils semblent revenir bien en forme en ce moment. Et également, on va parler d'un corsin dans une maison saine. Oui, on discutera du lien entre humidité et isolation. Et pour finir, je vous emmènerai faire un tour de France des biens coups de cœur de la rédaction. On ira à Saint-Ouen et à Caen. Voilà, tout de suite, les informations à retenir au programme cette semaine. Grégoire, on a quand même pas mal d'infos. Oui, on va d'abord parler d'un signal qui change l'ambiance sur le marché. Après 2 années de baisse, Sylvain, les prix de l'immobilier repartent légèrement à la hausse. Est-ce que c'est un vrai redémarrage ou un simple frémissement? On en discutera tous ensemble. Et puis ensuite, on s'intéressera à un sujet très concret. Vous avez plus de 60 ans et vous voulez emprunter. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui et à quelles conditions? Et enfin, on terminera par une bonne nouvelle pour certains. Les primo-accédants sont de plus en plus courtisés par les banques. Taux négociés, conditions assouplies. Pourquoi est-ce que les établissements bancaires les chouchoutent-ils autant? Alors, on va commencer, je voulais bien, avec un petit signal important, peut-être un grand signal important. Après 2 années consécutives de baisse, les prix de l'immobilier repartent à la hausse. Oui, Sylvain, et c'est un vrai changement d'ambiance sur le marché. Depuis début 2026, dans de nombreuses villes, les prix remontent légèrement. On n'est pas sur une flambée, mais clairement sur une phase de stabilisation avec un frémissement à la hausse. Alors, pourquoi maintenant? D'abord parce que les taux de crédit se sont stabilisés autour de 3,5% sur 20 ans. On est loin des 1% qu'on a connus, mais au moins les acheteurs savent où ils vont. Et puis ensuite, parce que les vendeurs ont ajusté leur prix après 2 ans de correction. Résultat, acheteurs et vendeurs recommencent à se rencontrer. Attention, cette reprise, elle reste fragile. Le volume des ventes reste inférieur aux années fastes et les acheteurs continuent de négocier. On est donc sur un marché plutôt sain, plutôt équilibré. Le message à retenir ici, c'est que le marché redémarre doucement, mais ce n'est pas le retour de l'euphorie. Les acheteurs ont encore du pouvoir de négociation. Alors, la grande question qui me concerne d'ailleurs très directement, est-ce qu'on peut encore emprunter après 60 ans ? Sylvain, rassurez-vous, c'est une question que se posent beaucoup d'auditeurs. Est-ce qu'une banque prête encore quand on a plus de 60 ans ? Et la réponse est oui, mais sous condition. Alors aujourd'hui, l'âge n'est plus un blocage automatique. De plus en plus de Français achètent après 60 ans pour déménager, pour investir, pour aider leurs enfants ou pour refaire leur vie. Et les banques, elles regardent 3 choses de très près. D'abord, l'assurance emprunteur, c'est ça le vrai sujet. Après 60 ans, elle peut coûter très cher, voire doubler la mensualité. Certaines banques exigent aussi un questionnaire médical très poussé. Ensuite, la durée du prêt, Sylvain, plus on avance en âge, plus elle se raccourcit. On emprunte donc rarement sur 25 ans après 60 ans, mais plutôt sur 10 à 15 ans. Et puis enfin, on regarde l'apport personnel. Les banques, elles veulent être rassurées. Un apport important ou un patrimoine solide facilite largement l'accord. Alors,
Quelle est la bonne stratégie ? D'abord, mettre les banques en concurrence, passer par un courtier et surtout négocier l'assurance qui fait toute la différence. Emprunter après 60 ans, oui, mais le nerf de la guerre, c'est pas le crédit, c'est l'assurance. Alors, une bonne nouvelle également pour ceux qui achètent pour la première fois, qu'on appelle les primo-accédants. Et les banques, apparemment, elles déroulent le tapis rouge pour eux. Oui, après 2 années de marché bloqué, les banques ont besoin de nouveaux clients et aujourd'hui, leur cible prioritaire, ce sont clairement les primo-accédants. Alors pourquoi eux ? Parce que ce sont des clients qui sont généralement jeunes, donc on peut garder longtemps. Entre crédit immobilier, assurance, épargne, carte bancaire, pour les banques, c'est un investissement à long terme sur 20 ans ou 25 ans. Résultat, elles multiplient les gestes commerciaux, alors des taux un peu plus attractifs, des frais de dossier réduits, des accompagnements renforcés, parfois même des enveloppes spécifiques pour les premiers achats. Certaines banques acceptent aussi des profils qu'elles refusaient il y a 1 an, ceux qui avaient moins d'import ou une situation professionnelle plus récente, à condition que le dossier soit sérieux. Par exemple, les freelances sont aussi de plus en plus acceptés par certaines banques et ça, c'est une bonne chose. Attention, tout ça ne veut pas dire que c'est facile. Les banques restent prudentes et regardent de près votre stabilité professionnelle, la gestion de vos comptes et puis surtout votre capacité d'épargne. Donc si vous achetez pour la première fois, c'est peut-être le bon moment pour retourner voir votre banque. Les primo-accédants sont redevenus des clients très courtisés. Voilà, et nous avons une information de dernière minute. Effectivement, Sylvain. Avec cette mention, tout le monde l'a vu cette semaine, absolument un truc incroyable. Une famille juive de confession s'est vue obligée ou s'est vue demandée par le syndic de copropriété à Villeneuve-la-Garenne de retirer, vous savez, sa mezouza, qui est le symbole en fait religieux qui est très connu un peu partout, bien évidemment, sous le motif que c'était l'utilisation d'un usage d'une partie commune, un usage privatif. Vous doutez bien, les amis, que ça fait couler beaucoup d'encre. Je trouve juste incroyable que cela ait pu se produire. C'est un syndic qui est ramifié à Century 21. Son président, Charles Marinakis, a immédiatement réagi, heureusement, voilà, pour rectifier le tir. C'est bien sûr une information qu'on va suivre avec beaucoup de vigilance, mais c'est aussi malheureusement aussi le marqueur parfois de la méconnaissance justement de l'un ou de l'autre. Et il serait bien justement que ce soit un peu plus fluide. Voilà, et tout de suite, on va attaquer, si vous voulez bien, le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec notre ami Laurent Permas, qui est avec nous, directeur éco-transition chez Sofinco, notre super Laurent, et bien sûr Grégoire Darico. Et oui, rebonjour à toutes et à tous. On en parle beaucoup en ce moment. Les fraudes à la rénovation énergétique explosent entre démarchage agressif, faux conseillers, aides fictives. Avec moi donc Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Allez Laurent, est-ce que le phénomène est vraiment en hausse ? Forcément, hein, le budget a été voté et donc on a aujourd'hui 3,6 milliards pour aider les Français qui en ont réellement besoin. Et donc c'est un marché très porteur avec des aides publiques importantes et malheureusement, là où il y a de l'argent, il y a des abus. Donc associations de consommateurs, villes, services de l'État, tout le monde est en alerte puisqu'il y a une recrudescence des arnaques depuis début février. Laurent, faisons le point, quelles sont les méthodes utilisées ? C'est un peu toujours les mêmes et malheureusement on se fait un peu avoir. Donc le faux conseiller mandaté par l'État, on vous appelle en disant vous avez le droit à 9 000 € d'aide, c'est urgent. C'est totalement faux, l'État ne démarche jamais par téléphone et ne démarche même jamais en porte-à-porte, d'accord ? Donc le devis signé dans la précipitation, attention, distinction entre devis et bon de commande. Hein, on vous met la pression, comme on dit, l'aide s'arrête ce soir, c'est totalement faux, les dispositifs ne fonctionnent jamais comme cela. Et puis on a aussi les travaux inutiles ou surdimensionnés, alors ça c'est plus insidieux, hein. On installe une pompe à chaleur avec dans une maison non isolée, résultat facture élevée, performance médiocre, et on se retrouve en fait avec beaucoup plus d'argent à payer. Le surpassion de l'identité, certains escrocs utilisent les logos officiels pour assurer. Bon Laurent, comment est-ce qu'on fait pour repérer une arnaque ? Signaux très clairs, démarchage téléphonique non sollicité, hein, le démarchage justement est là-dessus interdit, les promesses de travaux à 1 €, ça n'existe pas, encore moins gratuit, hein, le refus de vous laisser un délai de réflexion, c'est interdit par la loi, une absence de visite technique avant devis, là aussi c'est totalement illicite, et la demande de signature immédiate, ne cédez pas à la pression, et puis un vrai professionnel sérieux, il se déplace, il réalise un diagnostic, il y a un audit énergétique, il laisse le temps de comparer et il explique clairement le reste à charge. Quels sont les bons réflexes du coup qu'on doit avoir, mon cher Laurent ? C'est un peu ce que j'ai dit, hein, c'est ne jamais signer sous pression. Vous avez des délais légaux. Et puis un devis peut bien évidemment être comparé. Toujours vérifier que l'entreprise est bien RGE, c'est
reconnu garant de l'environnement. Voilà, merci. Et puis vérifiez justement vous-même sur le site officiel, ne jamais verser d'acompte disproportionné. Les 80%, c'est pas du tout raisonnable et c'est pas non plus légal. Ne jamais transmettre ces documents fiscaux par téléphone et encore moins sa carte bleue, les avis d'imposition, les pièces d'identité. C'est vraiment, faut être très prudent. Et puis on passe par les canaux officiels. Ils existent. France Rénov, 600 agences, espace conseil, la mairie, appelez-la. Voilà, ne faites jamais, en tout cas, n'oubliez jamais de faire appel à l'État là-dessus. Alors Laurent, est-ce qu'on peut donner un exemple concret à nos auditeurs ? Très vite, un couple qui est contacté pour une pompe à chaleur, soi-disant entièrement financée. Déjà, c'est louche. Le devis a été 18 000 €, aide promise 15 000 €, le reste à charge annoncé, 0. Il n'y a pas de reste à charge. Et donc, en réalité, en fait, les aides étaient totalement surestimées. Les primes énergie, elles sont pas garanties. En plus, le résultat, plusieurs milliers d'euros à payer. Une simple vérification préalable aurait évité, en fait, le problème. Que faire si, par exemple, on a déjà signé un devis ? Il existe un délai légal de rétractation de 14 jours pour un démarchage à domicile. Donc ça, c'est la loi. On contacte immédiatement une association de consommateurs. On signale à la DGCCRF, c'est sur le site .gouv, d'accord. Et puis on porte plainte si nécessaire. Plus on agit vite, plus on limite les dégâts. Donc Laurent, si je vous écoute, le message c'est vigilance. Oui, mais la rénovation énergétique et les aides qui sont proposées, c'est une excellente nouvelle, d'accord, mais elle doit être juste bien utilisée avec France Rénov, réfléchie, préparée avec des artisans RGE. Et puis, rappelez-vous, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. Est-ce que vous avez voyagé sans dépenser 1 centime d'euro en prenant un avion ? Non. Bon, merci, Édouard. Allez, merci Laurent, à très bientôt sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants pour répondre aux questions de nos auditeurs. On recevra également notre grand invité sur le plateau. On parlera de location saisonnière. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous, et si vous prenez l'émission en cours, c'est votre émission Parlons IMO tous les samedis sur Sud Radio entre 12h et 13h un peu partout en France. On parle de votre logement, de votre immobilier et on répond à toutes vos questions. Les questions d'ailleurs qui sont posées chaque semaine sur le répondeur de Sud Radio par SMS au 72018, on tape IMO et on pose cette question. Et cette semaine, nous avons reçu Grégoire un SMS. Oui, sur savoir comment est-ce qu'on pouvait contester les recommandations d'un architecte des bâtiments de France. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut Sylvain. contester lorsqu'on a un immeuble classé ou classé à l'inventaire, par exemple, quelque chose qui nous dit, puisqu'on a l'impression que les architectes des bâtiments de France, c'est l'alpha et l'oméga. Exactement, c'est ce qu'on nous a posé comme question en envoyant IMO effectivement au 72018. Comment contester les recommandations d'un architecte des bâtiments de France ? J'ai un projet d'extension de maison et il m'impose des couleurs d'huisserie et de bardage que je ne souhaite pas. Alors moi, Sylvain, comme je n'ai pas cette réponse, je dois avouer, j'ai fait appel à un autre expert du jour qui est maître Thibaut Duréau, avocat spécialisé en droit fiscal et droit immobilier au cabinet Rivière Avocats et Associés à Bordeaux. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, maître, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs l'intervention des architectes des bâtiments de France ? Oui, le rôle de l'architecte des bâtiments de France est un rôle d'intérêt général dont l'objectif est de s'assurer du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture et surtout au paysage, qu'ils soient naturels ou urbains. L'ABF n'a pas pour objectif d'embêter les administrés, mais de protéger ce qui nous dépasse tous quelque part, c'est-à-dire nos paysages et notre patrimoine. Il faut donc regarder d'un regard positif, si je puis dire, les prescriptions d'un architecte des bâtiments de France, malgré parfois les contraintes économiques ou autres que cela peut engendrer. Très clair, maître. Alors pour répondre concrètement à notre auditeur, est-ce qu'on peut contester leurs préconisations ? Ici, on parle de couleurs d'huisserie et de bardage, et notre auditeur, lui, il ne souhaite pas suivre ces précaux.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un permis de construire est instruit par la commune, le plus souvent, il doit faire, le maire doit faire appel à l'architecte des bâtiments de France, notamment lorsque l'immeuble est situé aux abords d'un monument historique. Donc, tout permis de construire portant sur un immeuble qui est situé aux abords d'un monument historique nécessite l'avis de l'ABF. L'ABF peut émettre un avis favorable sans aucune prescription. Dans cette hypothèse, il n'y a pas de problème. L'ABF peut également émettre un avis favorable, mais cette fois-ci avec des prescriptions. Par exemple, le choix des couleurs, comme c'est le cas pour votre auditeur. Dans cette hypothèse, malheureusement, il n'y a pas de recours possible. Des prescriptions avec un avis favorable ne sont pas contestables. En revanche, si l'avis est défavorable, ce qui entraîne un refus de permis de construire, alors le demandeur peut déposer dans le délai de 2 mois un recours hiérarchique devant le préfet de région par LR à R. Ce recours doit bien sûr être motivé, expliquer les raisons. Et dans ce recours, le demandeur peut préciser s'il souhaite faire appel ou non à un médiateur qui aura un délai d'1 mois pour donner son avis. Et si le préfet de région ne répond pas dans le délai de 2 mois, eh bien, il y a un rejet tacite de recours de la demande. Donc maître, si on est hyper clair et concis, qu'est-ce qu'on dit à notre auditeur qui il doit contacter immédiatement ? Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la discussion avec l'architecte des bâtiments de France permet, dans 99% des cas, de résoudre les difficultés, ou en tout cas de faire un entre-deux entre ce qui est écrit comme prescription, ce qui est recommandé, et ce que souhaiterait l'administré. Donc la première des recommandations, c'est de discuter avec l'ABF. La deuxième des recommandations, c'est de saisir le médiateur, comme je viens de le dire, dans l'éventuel recours qui est posé, parce que les statistiques qui datent de 2019, mais qui doivent être sensiblement égales aujourd'hui, sont les suivantes. Il ne reste que 0,1% des dossiers qui sont finalement refusés après discussion avec l'ABF ou avec le médiateur. Donc, le vrai sujet, c'est la médiation et la discussion avec le médiateur, l'ABF, pardonnez-moi. Merci beaucoup, maître Thibaut Duréo. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit fiscal et droit immobilier au cabinet Rivière Avocats et Associés à Bordeaux. Merci pour ces explications. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et merci maître Thibaut Duréo. Effectivement, des informations extrêmement importantes. En fait, vous le savez, voilà, vous êtes dans un bâtiment qui est classé monument historique. Si vous avez un recours, eh bien, vous pouvez voir le médiateur. Il y a toujours moyen, effectivement, de trouver de bonnes solutions. Il est l'heure de retrouver notre grand invité qui est sur le plateau. Bonjour Ariel Lévy. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes président du syndicat des professionnels de la location meublée, section Île-de-France. Merci d'être avec nous. Alors, la location saisonnière fait couler beaucoup d'encre. Effectivement, ça a été pendant quelques années l'embellie, l'occasion de très bien gagner sa vie, effectivement, avec une pratique de location qui a fait fureur en France, mais aussi un peu partout dans le monde. C'est l'effet qu'on appelle Airbnb, bien évidemment. Mythe ou vraies bonnes affaires, c'est ce qu'on va voir avec vous. On entend partout que la location saisonnière, ça rapporte beaucoup. Voilà. Que la location classique, c'est un mythe ou une réalité ? Non, c'est une réalité. Après, c'est beaucoup plus rentable qu'une location longue durée, mais par contre, c'est pas automatique parce que ce n'est pas une activité passive. Il faut vraiment s'investir. Il y a beaucoup de gestion et il faut presque une disponibilité 7 jours sur 7. Donc l'idée que la location saisonnière, c'est se refaire la cerise facilement sans travailler, ça c'est un mythe. Ah oui, absolument. Oui. C'est un vrai métier. L'influenceur à Dubaï qui gère 100 appartements en 5 minutes par jour. J'osais pas vous le dire, mais ça il faut fuir. Voilà. Je reviens vers les diagnostiqueurs et le sujet d'avant. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses à fuir. Des petits réels sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, vous voulez devenir riche. Voilà. Non, absolument pas. Non. La question sera entendue, comme dirait l'autre. C'est un métier laborieux. Oui, mais justement, c'est important parce que les Français sont un peu perturbés. Ils savent
savent pas exactement. Et quand on sait qu'aujourd'hui on a de plus en plus de difficultés à se loger, c'est pas neutre. Qui sont aujourd'hui les propriétaires qui se lancent dans la location saisonnière? C'est des investisseurs qui sont hyper affûtés ou c'est simplement des particuliers? Alors en fait, on retrouve le marché classique. On a les propriétaires en résidence principale. Eux, ils cherchent essentiellement à couvrir leurs frais parce qu'il y a une hausse incroyable donc des charges de copropriété, hausse de l'énergie, hausse de la fiscalité. Eux, ils sont à revenu constant, donc ils cherchent du pouvoir d'achat et ils trouvent cette solution. Ils ne sont pas à optimiser leurs revenus. Et puis de l'autre côté, on a aussi donc le marché des résidences secondaires, donc qui sont pour la plupart des résidences de famille avec une histoire patrimoniale, de succession, etc., des cousinades. Et les gens essayent de préserver ce patrimoine familial en louant un petit peu quand ils y sont pas. Voilà, ça c'est l'essentiel du marché. Et dans la catégorie résidence secondaire, on a une petite partie d'investisseurs, effectivement, qui vont optimiser tout ça et tirer des rendements et tirer un maximum économique. Alors c'est vrai que sur le papier, faut être très clair, les revenus semblent vraiment élevés par rapport aux pratiques du prix au mètre carré à la location, voilà, qui manque cruellement dans notre pays. On parle aussi des petites surfaces, mais ça on en parlera dans la deuxième partie de l'entretien. Une fois qu'on déduit les charges, la fiscalité et la gestion prise en compte, est-ce que objectivement c'est toujours aussi rentable aujourd'hui? Alors, c'est pas miraculeux. Aujourd'hui, donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à déduire du revenu brut. Il y a le frais de ménage et la taxe de séjour, ça, c'est côté voyageur, on s'en soucie pas. Mais par contre, il va falloir... il y a beaucoup d'entretien, la vétusté est énorme. Il va falloir aussi intégrer les commissions... Pourquoi la vétusté est énorme? Eh bien, parce que c'est l'usage. Oui, on reçoit des voyageurs avec des valises, ça circule. Voilà, donc il y a une vraie usure accélérée du bien. Ça dégrade encore plus l'habitat. Oui. Donc ça nécessite beaucoup plus d'entretien. Ça nécessite, on a aussi les commissions des plateformes qu'il faut assumer. Et puis il y a une saisonnalité, un taux d'occupation aussi. Si vous avez une maison sur le littoral, vous le mettez en location l'hiver, vous n'allez pas faire grand chose. Donc faut bien être stratégique. Et puis l'ameublement, et puis comme dans tout projet immobilier, les charges et la fiscalité. En pratique, on a une rentabilité nette qui se situe souvent entre 4 et 8%. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux qu'un livret A. C'est mieux qu'un livret A. On a les investisseurs professionnels sur des segments premium qui font du luxe, souvent sous le régime para-hôtelier, qui eux arrivent à des rendements beaucoup plus élevés. On peut dépasser les 12%. C'est assez incroyable. On peut aussi 12%. Oui, mais là on parle vraiment. On est sur le secteur du luxe. D'accord, c'est du para-hôtelier, on peut louer toute l'année. Alors quand on dit du para-hôtelier, on est d'accord que c'est pas des particuliers qui font ça. Non, là c'est des vrais professionnels, c'est des investisseurs aguerris. Est-ce que si je dis que c'est de l'hôtellerie hors les murs? Absolument. C'est ça en fait. Voilà. C'est de l'hôtellerie, c'est plus du saisonnier quoi. Non, voilà, absolument. On n'est plus encadré comme dans le civil avec les résidences principales ou secondaires. Là, on est vraiment dans de l'activité commerciale. Je pourrais le comparer au nouveau dispositif Jean Brun pour une location nue qui offre à peu près un rendement net de 2%. Donc on voit que on peut faire un multiple x2, x3, x4 quand on est un professionnel beaucoup plus. Mais voilà. Ça reste pertinent aujourd'hui encore. On va faire une petite pause si vous voulez bien et vous restez avec nous Ariel Lévy pour la deuxième partie de l'entretien. Vous êtes sur Sud Radio dans votre émission chaque semaine, chaque samedi entre 12h et 13h. Parlons Immo, on parle de votre immobilier et de votre logement. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour la France, un peu partout où vous êtes, il fait beau, profitez-en, restez en famille, parlez-vous, échangez et surtout déjeunez, puisqu'on est entre 12h et 13h, et c'est votre émission sur Sud Radio avec Parlons Immo. Je suis toujours accompagné de notre grand témoin du jour qui nous a fait l'honneur de venir sur le plateau, Ariel Lévy, merci de rester avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat professionnel des loueurs en meublé. Ensuite, on s'interrogera avec vous, Grégoire, sur notre chronique hebdomadaire Maison Saine. Oui, Sylvain, on va voir le lien entre isolation et humidité. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour avec Ariel Lévy, bien évidemment. Je vous avais dit tout à l'heure que les maires sont un peu fébriles sur la location saisonnière. On va pousser un peu le trait. Il y a même des maires qui interdisent carrément ce qu'on appelle le phénomène Airbnb. Alors la raison, elle est simple, c'est ce que vous retirez du marché pour la location saisonnière,
ne va pas à ceux qui en ont besoin. Est-ce que c'est un vrai ou un faux débat ? C'est un peu plus, il faut être beaucoup plus fin dans l'analyse. Moi, je comprends les préoccupations des élus dans les zones très tendues. La tension immobilière, elle est multifactorielle. On le sait tous, ça fait l'actualité là depuis plusieurs mois. On a un manque de construction qui est incroyable. On a un déficit foncier avec les ZAN. On a des évolutions démographiques aussi. Il y a eu je prends un chiffre, Ariel Lévy. Moins 45%, voire 50% d'offres à la location dans l'ancien en moins. Oui. C'est-à-dire qu'on ne se loge plus. Pour une annonce à la location, pour un loyer normal, relativement cher d'ailleurs dans les grandes métropoles, mais sur un bail vide, qu'on appelle vide, c'est-à-dire pas meublé, vous avez 300 dossiers. C'est-à-dire qu'à tel point que les agents immobiliers retirent même l'annonce dès qu'elle paraît. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ce phénomène incroyable de la location saisonnière et l'offre de logement dont les gens ont réellement besoin ? Alors, hors zone très tendue, pour moi, c'est pas le sujet. Il y a 10 raisons autres, beaucoup plus importantes, majeures, qui vont influencer, qui vont provoquer cette situation dramatique. Mais pourquoi les maires, alors, à ce moment-là, interdisent et restreignent de manière drastique votre marché ? Pourquoi ils le font, alors ? Parce qu'ils imaginent que toutes les résidences secondaires sont exploitées commercialement pour faire vraiment des recettes, du rendement, etc. La réalité, c'est que la majorité des résidences secondaires, c'est des maisons de famille. C'est les grands-parents, c'est... Quand vous dites la majorité, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Non, parce que ça dépend des régions. Sur le littoral, on va avoir un certain pourcentage, à la montagne, dans les métropoles. Vous comprenez le phénomène, vous le absolument, comprenez. Absolument. Quand vous avez 50% de location en moins pour des foyers, des jeunes actifs, des étudiants qui peinent à se loger, qui vivent dans leur voiture ou qui vivent dans des lieux indignes, absolument indignes, et qu'on voit des petits apparts sympas, vous savez, le studio bien placé, qui est uniquement Airbnb ou en saisonnier. Moi, je peux comprendre que ça énerve. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper. Ça veut pas dire qu'il faut taper forcément sur les exploitants. Mais est-ce qu'il ne faut pas trouver un juste milieu ? Et justement, ce milieu a-t-il été trouvé avec la loi Le Meur, justement ? Alors, la loi Le Meur, elle apporte quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle permet à la commune d'être au plus près du terrain et d'avoir des décisions locales. Ils peuvent réglementer la location saisonnière, notamment en faisant soit des demandes de changement de destination d'usage, soit en mettant des quotas. Voilà, il y a pas mal de leviers que le maire peut déployer pour essayer... La compensation, vous savez, par exemple... Il y a la compensation également. Je loue un studio, mais je m'engage à mettre sur le marché en longue durée, un appartement de même nature. Absolument, il y a des phénomènes comme ça. Par exemple, à Paris, c'est le cas. Vraiment, il faut vraiment... comprendre que selon la région, c'est pas du tout le même problème. Dans les grandes métropoles, je vais donner un exemple frappant. À Paris, 92% des locations saisonnières sont des résidences principales. Donc ça veut dire que qu'ils fassent de la location saisonnière ou pas, ces biens ne reviendront jamais sur le marché locatif. Donc on parle de 8% finalement. Oui, mais c'est limité. Et ça n'a pas d'effet macro sur le marché locatif. Combien de nuits ou combien de jours je peux louer ? C'est une question de nos auditeurs. Bien sûr. Éventuellement sur ma résidence principale. Alors ça, je vous invite à consulter. À Paris. À Paris, c'est 90 jours. C'est passé à 90 jours depuis le 1er janvier 2025. Je ne peux pas faire plus. Si je fais plus, alors, je suis dans l'illégalité ou pas ? Alors oui, sauf, il y a 3 dérogations possibles. C'est si vous êtes détaché pour votre travail, pour des raisons professionnelles, vous pouvez étendre ces 90 jours. C'est le cas aussi pour 2 ou 3 cas de figure très, très particuliers, très marginal. Donc, on va rester simple, c'est 90 jours pour une résidence principale, hors cas exceptionnel qu'on pourra détailler. Un auditeur nous pose la question, je suis locataire, est-ce que je peux sous-louer en saisonnier ? Et en fait, concrètement, d'après ce que je comprends par cet auditeur, il l'a déjà fait. Alors, je suis pas sûr que ce soit tout à fait légal. Alors, vous avez le droit de le faire à 2 conditions. La première, c'est d'avoir une autorisation de votre propriétaire de sous-louer. Ah, d'accord. Donc, normalement, il y a une clause dans le bail qui vous autorise ou non à faire cette sous-location, donc c'est très facilement vérifiable. Et normalement, vous n'avez pas le droit de gagner plus que le montant du loyer. Donc il y a une double conditionnalité. Donc généralement, les gens qui font ça, c'est par exemple un étudiant qui va sous-louer pendant l'été et
c'est des personnes qui n'ont pas des fortunes, donc du coup, ça leur permet d'amortir l'été, de récupérer leur logement en septembre et quand même de partir en vacances. Vous restez avec nous, Ariel Lévy, puisqu'on a une grande question. On va poursuivre l'entretien en fin d'émission. C'est notre tradition. Je rappelle que vous êtes le président du SPLM, le syndicat des professionnels de la location meublée. Il est temps maintenant de parler de notre corps sain dans une maison saine avec l'excellent Édouard David que nous allons avoir en ligne. Et moi, je dirais, vive le RC-Lens. Voilà. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, maison saine. Avec vous, Grégoire Darico. Allez, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle rénovation énergétique, isolation des murs, des combles, nouvelles fenêtres. Mais il y a une question essentielle qui se pose. Quel est le lien justement entre isolation et humidité ? Est-ce qu'une maison mieux isolée est forcément plus saine ? Ou peut-on, sans le vouloir, aggraver les problèmes d'humidité de notre maison ? Pour en parler, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour Sylvain et merci pour le petit clin d'œil. Oui, c'est un sujet crucial Grégoire, surtout en période de rénovation massive des logements. Édouard, est-ce qu'on a une mauvaise isolation une mauvaise isolation favorise l'humidité ? Allons droit au but. Oui, clairement. Une isolation défaillante génère des ponts thermiques, c'est-à-dire des zones de l'enveloppe où les déperditions de chaleur sont plus importantes. Ces surfaces deviennent plus froides que le reste du mur. Lorsque l'air intérieur chaud et chargé en humidité entre en contact avec ces parois froides, de la condensation se forme. Si ce phénomène se répète dans le temps, il favorise inévitablement l'apparition de moisissures. Donc isoler permet d'éviter ces ponts thermiques ? Oui, mais il faut être prudent. Une isolation réalisée sans approche globale peut engendrer d'autres désordres. En remplaçant les fenêtres et en isolant les murs ainsi que les combles, on améliore fortement l'étanchéité à l'air du bâtiment. Ce phénomène est parfois qualifié d'effet Kawai, c'est-à-dire que le logement devient quasi hermétique à l'image, si vous voulez, d'un vêtement coupe-vent qui empêche les échanges d'air. Et oui, et ça, c'est pas forcément une bonne chose, j'imagine. Non, ce n'est pas une bonne chose si on ne prévoit pas une ventilation adaptée. Une maison trop étanche, sans renouvellement d'air suffisant, va accumuler l'humidité liée à la respiration, à la cuisine, aux douches, au linge qui sèche. Résultat, l'humidité reste piégée à l'intérieur du logement. Donc si je rénove, je dois penser isolation et ventilation. Oui, mais pas que Grégoire. Isoler sans vérifier la ventilation, c'est risquer d'étouffer la maison. Mais il y a un autre point très important, c'est l'état des murs avant l'isolation. C'est-à-dire ? Avant d'isoler un mur, il faut impérativement vérifier qu'il est sain et sec. Si on pose une isolation sur un mur déjà humide, on peut piéger l'humidité à l'intérieur, favoriser les moisissures derrière l'isolant et dégrader la maçonnerie à long terme. On améliore la performance énergétique, certes, mais on crée un problème sanitaire. Donc Édouard, la rénovation énergétique ne doit pas se faire au détriment de la santé du bâtiment. Exactement Grégoire, une rénovation réussie, c'est un équilibre entre isolation thermique, ventilation efficace et murs sains. Il faut penser le logement comme un système global, sinon on économise sur le chauffage, mais on paye en humidité. Un mot de conclusion Édouard pour nos auditeurs. Oui Grégoire, je vais réinsister sur un point. L'isolation améliore le confort et réduit les consommations. Mais appliquée sur un support humide, elle peut piéger l'eau dans la paroi et accentuer les dégradations. La priorité est donc simple. Traitez l'humidité d'abord, isolez ensuite. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils précieux et à vous qui nous écoutez, si vous engagez des travaux, pensez isolation mais aussi ventilation et humidité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons Immo, maison saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci à Grégoire Darico et notre super Édouard, qui se prépare à jouer au stade du RC-Lens, bien évidemment. Un petit clin d'œil à nos amis de Murprotec. Une petite pause et on va se retrouver juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on vous emmène faire le tour de France des bien coups de cœur de la rédaction et on passera à la grande question de la semaine qu'on posera à notre invité. Il est sur le plateau, c'est Ariel Lévy. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Et voilà, Parlons Immo, c'est votre émission tous les samedis entre 12h et 13h sur Sud Radio, un peu partout en France. Si vous êtes à table, on vous souhaite un bon appétit. Il fait beau, normalement en France, il fait plus doux. Voilà, profitez-en, puisque voilà, le temps devrait un peu s'assombrir. Mais je vous rassure, les beaux jours ne manqueront pas d'arriver. Tout de suite, votre tour de France des biens coups de cœur de la rédaction. Et c'est avec vous, Grégoire Darico. Oui, Sylvain, on va à Saint-Ouen pour ce premier bien. Nous sommes donc à quelques encablures de Paris. Je vous propose cette semaine un spacieux T4 familial rénové. Un appartement de 4 pièces situé au premier étage d'un bel immeuble rénové lui aussi. Notre appartement, il s'organise autour d'un grand séjour lumineux. Vous avez également une belle cuisine indépendante. Ensuite, un espace nuit avec 3 chambres confortables, une salle de bain contemporaine et des WC séparés. Un appartement qui a donc été refait à neuf, qui dispose d'un diagnostic de performance énergétique de C, ce qui est une très belle note. Et c'est un vrai atout sur le marché actuel, nous dit l'annonce. Enfin, notre appartement, très bien situé, à 5 minutes seulement du métro Mairie de Saint-Ouen. Donc ce sont les lignes 13 et 14 du métro et proche des commerces et commodités. Bref, tout ceci est très sympathique et vous est proposé au tarif de 589 000 € sur le site de Basile. Voilà, et on peut le financer avec des taux qui, justement, sont relativement maîtrisés, puis oui, tant que les banques reprêtent. Exactement. C'est plutôt sympa. Un autre bien, rapidement, on va aller en Normandie. Oui, je vous emmène à Caen. On part à la découverte de la maison des 4 ans face au château de Caen, un édifice vieux de 500 ans qui a été mis aux enchères par la région Normandie. Un immeuble de 500 mètres carrés situé en plein cœur de Caen, construit dans les années 1460 et témoin de plusieurs siècles d'histoire. Elle a littéralement traversé les époques, non sans dommage puisque la toiture est abîmée. Une maison de 540 mètres carrés donc, avec jardin en plein centre-ville de Caen, bien évidemment classé monument historique. Et sachez que le jardin est très sympa et très calme. Alors la mise aux enchères est de 810 000 € et elle a été vendue à 810 000 € puisque une seule offre aura suffi. L'identité des acheteurs n'est pas encore connue. Voilà, et à Caen, qu'est-ce qu'on mange? Des tripes? Il paraît. Voilà, et on danse le French cancan. Voilà, bravo. Voilà, ça c'est pas de moi, c'est notre super Anthony. Voilà. Les Niçois sont un peu particuliers, quand même, pas déconner. Voilà, en tout cas, merci Grégoire. Et maintenant, on va passer à notre dernière séquence avec vous, les amis. C'est la grande question de la semaine que l'on va poser à notre invité qui est toujours avec nous. Merci Ariel Lévy d'avoir pris le temps de venir dans ce week-end justement sur Parlons Immo. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les politiques sont fébriles. Mais quand on regarde les chiffres, franchement, c'est pas drôle. 50% de retrait de location dans les grandes métropoles. Les Français n'arrivent pas à se loger. 17% des étudiants ont renoncé à leurs études faute de logement. Les jeunes actifs n'arrivent pas à se loger. Et très franchement, je regarde sur Internet. J'ai regardé ce matin en préparant l'émission en boursement. Je regardais sur Se Loger, sur Bien Ici. Les petites surfaces, il y en a plus. Et celles qui subsistent, elles sont uniquement en location saisonnière. Il y a un vrai sujet, quoi. Je veux dire, comment on fait pour équilibrer? Alors, je peux comprendre, vous défendez votre corporation, c'est tout à fait normal, vous êtes une industrie, vous développez vos emplois, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais comment on fait pour justement conjuguer les deux? Alors, moi, je suis assez étonné. Encore une fois, dans les grandes métropoles, je reviens sur mes statistiques parce qu'elles sont éprouvées. 92% des locations saisonnières se font sur de la résidence principale. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on vous dit, à vous, les professionnels, vous nous enlevez des biens du marché locatif, en fait, le raccourci est court. Il est très court. Il est très très court. Pour moi, c'est un cheval de bataille. Certains élus sont identifiés sur ce créneau-là. Ils brandissent ça. Alors, c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'en fait, il y a le Airbnb qui n'est finalement qu'une plateforme de diffusion, il y en a plein, on pourrait en citer beaucoup, Booking, Abritel, HomeAway, etc. Ce n'est qu'une plateforme de diffusion, c'est une multinationale effectivement qui fait de l'optimisation fiscale, mais moi je parle des petits propriétaires qui louent leur appartement pour joindre les deux bouts. Les Français. C'est intéressant ce que vous dites, Harry. C'est pour ça qu'on vous donne la parole, parce que vous donnez justement cette voix, parce que souvent les Français, quand on les interroge, vous le savez ça, vous tapent dessus, tapent sur ces propriétaires en disant c'est de la spéculation, ils nous enlèvent les biens, et puis les politiques emboîtent le pas, c'est logique. Alors il y a un sujet qu'on se pose comme question avec Laurent Permas, qui est le spécialiste de l'éco-rénovation, c'est est-ce que, Laurent, on a les mêmes obligations de thermique lorsqu'on signe un bail, par exemple. Voilà, vous faites un bail, vous avez une obligation d'avoir une note minimum, ou sinon votre logement, il est impropre à la location. C'est bien ça, Laurent? Absolument. C'est pour les logements G. Voilà. Par exemple. Qui sont largement énergivores. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, justement, Laurent, les saisonniers, les logements saisonniers, sont tous soumis à la même obligation? Absolument.
Absolument. Depuis la loi Lemeur, et Chanise Lemeur, ils ont introduit une obligation de DPE sur les résidences secondaires. Donc vous ne pouvez pas mettre en location saisonnière un bien qui a un mauvais DPE. Les Airbnb, c'est pareil. Hein. Voilà. Abritel, oui. Toutes les plateformes sont soumises à la même règle. Alors, c'est pas les plateformes, c'est les propriétaires eux-mêmes. Pardon, vous avez raison. Pour pouvoir diffuser l'annonce... Un propriétaire qui est pas en phase avec cette norme, imaginons, moi, je loue l'appartement 4 jours, et je me rends compte qu'effectivement, la note, bon, j'exagère peut-être un peu, elle est vraiment, elle est pas adaptée, c'est G, voilà, par exemple, et on peut pas la louer. Vous pouvez être attrapé par la patrouille. Maintenant, ça fait partie de vos obligations réglementaires, normatives. Donc, si vous voulez mettre votre bien sur les plateformes pour louer et faire un peu de revenus en location saisonnière, vous avez toutes ces règles à respecter. Que ce soit les règles au niveau de la commune, les changements de destination, les quotas, les numéros d'autorisation, etc. Que ce soit le DPE, voilà, tout ça, ce sont des règles à respecter et il faut être aligné, il faut être conforme. Et c'est vrai que le propriétaire tout seul, parfois, a une méconnaissance. Le petit particulier, le propriétaire a une méconnaissance de toutes ces... Puis c'est des lois récentes, donc il y a toute une éducation, une pédagogie à faire et une professionnalisation du secteur à apporter, voilà. Eh bien, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, surtout n'hésitez pas, posez-nous les questions. Alors justement, on a encore quelques questions à vous poser. Je regardais les autorisations, voilà, les autorisations, parce que maintenant, il faut demander une autorisation pour pouvoir louer en saisonnier, c'est bien ça? Alors, vous devez... là, il y a la DGE, la Direction Générale des Entreprises, qui est en train de créer un fichier national, et ça va être très positif parce que toutes les communes de France auront le même processus pour enregistrer les meublés de tourisme qui font de la location saisonnière. Donc on aura des statistiques beaucoup plus fiables sur l'intensité d'usage, sur la répartition, etc. Et à partir de là, je pense que les élus pourront prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Alors justement, pour les petits propriétaires qui nous écoutent, qui font un peu de Airbnb pour joindre les deux bouts, et vous avez raison, ça se passe beaucoup notamment dans la ruralité, vous savez, où on essaie d'exploiter parce qu'effectivement, on a des petites villes moyennes où nos amis agriculteurs, qu'on adore ici, ont du mal parfois à joindre les deux bouts et on peut les comprendre. Fiscalité, contraintes locales, c'est quoi les erreurs à éviter? C'est quoi les conseils que vous leur donnez à nos auditeurs? Alors, premier réflexe depuis la loi Lemeur, c'est vraiment d'appeler sa mairie et de demander, voilà, quelles sont les règles qui s'appliquent à mon logement. Je suis en résidence principale, en secondaire, mon adresse, parce que maintenant vous avez un découpage même par quartier dans les villes ou dans les petites communes. Il faut savoir qu'à la campagne, c'est précieux pour la France et pour le tourisme, parce que c'est des petites communes qui ne donnent pas la rentabilité pour monter un hôtel. Donc des petites microstructures permettent de garder une dynamique et une attractivité et de l'emploi dans ces petits villages de France. Vous avez absolument raison et on défend cette position. C'est la vitalité de nos petits villages qui, grâce à cette location saisonnière, qui peut pas avoir d'une hôtellerie structurante ou professionnelle, permet justement de créer de l'attractivité. C'est très important ce que vous dites. Est-ce que, alors c'est un peu provoquant bien évidemment, mais à long terme, est-ce que la location meublée touristique a-t-elle encore un avenir solide dans notre pays, Ariel Lévy? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous étonner. En France, on a 657 000 chambres d'hôtel. 657 000 chambres d'hôtel. Dans des vrais hôtels? Oui, des vrais hôtels. D'accord. Ça a l'air beaucoup. Mais ça a l'air beaucoup. Mais en face, on a 1 million d'appartements ou maisons qui sont mis sur les plateformes, avec potentiellement plusieurs chambres. Donc il faut comprendre que dans l'activité économique du tourisme, la location saisonnière, c'est majeur, c'est pas anecdotique. Quand vous la restreignez, vous restreignez tout le marché. Donc c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de taxes, c'est beaucoup d'impôts, beaucoup de recettes de TVA. C'est vraiment la dynamique de la France auquel on touche. La location saisonnière, c'est un métier qui est une activité qui est à cheval entre l'immobilier et le tourisme. Et je pense qu'il faut vraiment toujours peser les deux pour voir le bénéfice versus le risque et la perte. Ce que vous nous dites, et c'est très intéressant puisque c'est un angle qui est assez peu développé dans les médias, pour le reconnaître, c'est que grâce à la location saisonnière qui s'ajoute à l'offre professionnelle hôtelière, les fameuses 657 000 chambres, on est capable d'absorber dans des échanges extérieurs un volume de touristes plus élevé. Qui dit touriste dit chiffre d'affaires, balance commerciale positive, investissement bien évidemment. Donc quelque part,
ces petits propriétaires qui louent favorisent l'émergence de l'industrie touristique dans notre pays, qui est l'un des pays les plus visités au monde. C'est le pays le plus visité au monde. On a encore battu un record. On est à plus de 102 milliards de recettes. C'est phénoménal. On a généré plus de 20 milliards d'excédents commerciaux. C'est le troisième pilier économique de la France. Donc, il faut vraiment être prudent quand on touche à ce secteur. Un commentaire rapide, Laurent Pernas. L'offre d'accueil est nécessaire. C'est 103 millions de touristes qui sont venus en France en 2025. Donc vous imaginez entre le 1 million de chambres et les 600 000 capacités d'accueil de l'hôtel. Moi, je pense aussi aux retraités. C'est pour eux un complément de pension et ça permet aussi de faire un lien social. Donc voilà, la France, c'est les territoires, c'est pas seulement Paris. Eh bien, écoutez, c'était très intéressant d'aborder sous cet angle-là, sans éluder d'ailleurs aucune question, celle de la dramatique situation du marché locatif privé. Et on voit bien que la situation est beaucoup plus complexe qu'on le croit et qu'on vous fustige parfois, souvent à tort. C'était bien de rétablir l'équilibre. Merci. Ariel Lévy, je rappelle que vous êtes le président du SPLM. Vous êtes également à la tête de votre boîte qui s'appelle Australie. Vous êtes un spécialiste du logement saisonnier. Je gage qu'on vous reverra très souvent sur Sud Radio, mais également sur Radio Imo, puisque cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi, comme chaque semaine. Passez une excellente semaine, reposez-vous bien ce week-end, prenez soin de vous, et on se retrouve dans votre émission Parlons Imo samedi prochain dès midi. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.